Bonjour, nous sommes sur le plateau télé de Strat & Go qui a lieu aujourd'hui, jeudi 9 octobre, au Parc des Expositions de Strasbourg. Et nous allons parler sur ce plateau de référencement avec un invité particulièrement bien placé pour apporter une expertise dans ce domaine. Il s'agit d'Olivier Andrieux. Alors Olivier Andrieux, vous êtes le pape, si je peux me permettre, du référencement en France. On peut dire quelques mots de vous, une présentation rapide pour ceux qui ne vous connaîtraient pas? Oui, alors déjà, géographiquement, je suis basé en Alsace. Je suis basé à Heiligenstein, pas très du Klevner depuis 1742, il faut le dire, c'est important. Bonne référence. Bonne référence, exactement. Et donc, je travaille dans le domaine du référencement depuis une vingtaine d'années maintenant. Et j'essaie de faire évoluer mon métier au quotidien, comme le métier lui-même évolue, donc depuis une vingtaine d'années, avec une offre de conseils, d'audits, de suivi, de formation auprès de mes clients qui sont un petit peu partout en France. D'accord, donc vous êtes l'expert en référencement, vous venez de sortir de conférences sur le salon Strat & Go. Aujourd'hui, en matière de référencement, quelles sont les évolutions? On voit des choses qui évoluent, on a des arrivées, Google Panda, Google Penguin, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là? La ménagerie Google. La ménagerie Google qui arrive. Le zoo. On a le sentiment que ça bouge fort quand même. Ouais, ça bouge beaucoup. Et en fait, ça a toujours beaucoup bougé, ça a toujours beaucoup évolué. Ça a particulièrement évolué depuis 3 ans, depuis 2011, parce que en 2010, en fait, Google a changé sa manière de fonctionner et tout ça, finalement, il y a eu plein de choses qui se sont passées derrière et depuis 3 ans, le métier a énormément évolué. Et finalement, cette évolution, on peut l'évoquer au travers des 3 petites bébêtes de Google, de sa ménagerie, qui sont Panda, Penguin et Hummingbird, qui est colibri en français. Donc Panda, c'est un filtre anti-spam. Google, en fait, est énormément spammé. Il y a des gens qui essaient de manipuler son système, finalement, pour passer devant les autres, même avec des sites qui sont de mauvaise qualité. Donc Panda et Penguin, ce sont 2 filtres qui sont là pour, un petit peu comme les filtres anti-spam quand on a des mails, quand ça va mettre de côté tout ce qui est de faible qualité. Panda, c'est un filtre qui a pour but de lutter contre le contenu de faible qualité. Contenu de faible qualité. Alors ça peut être par exemple une page qui a très peu de texte. Une page qui a très peu de texte, pour Google, elle n'est pas de bonne qualité. Donc on dit qu'il faut au moins 100, au moins 200 mots dans une page pour que Google puisse l'analyser. Ça peut être aussi du contenu qui est dupliqué. Donc sur un même site, on va avoir plusieurs fois le même contenu. Ça, Google n'aime pas ce type de choses. En fait, ça peut être des pages qui n'ont tout simplement aucun intérêt pour l'internaute. Donc déjà, Panda nous a appris à ne montrer à Google que le contenu de bonne qualité. Donc lorsqu'on a un site web, il faut l'auditer. On audite son contenu. On met d'un côté les pages qui ont un contenu de bonne qualité. Et puis de l'autre côté, les pages qui ne sont pas de bonne qualité. Qui pourrait être... Je prends typiquement un site touristique qui va proposer des gîtes et des hôtels. Donc ça, a priori, les fiches, les pages qui présentent les hôtels ou les gîtes, c'est de bonne qualité. Oui. Par contre, les formulaires de renseignement, les formulaires à remplir, qu'on doit remplir pour obtenir plus de renseignements ou des réservations, etc., cette page-là, elle n'a pas de contenu réel, c'est juste un formulaire à remplir. D'accord, donc Panda va considérer que... Voilà, alors s'il y a autant de pages de formulaires que de pages de présentation d'hôtels et de gîtes, 50%, 50%, Panda va dire oh, 50% c'est trop énorme, donc je pénalise le site. Donc ce qu'on a appris, c'est à mettre d'un côté le contenu de bonne qualité, d'un autre côté le contenu de faible qualité, dans cet exemple-là les formulaires. Et ce contenu de faible qualité, on ne le présentera pas à Google. On appelle ça désindexé. C'est-à-dire, il y a des manips techniques à faire et on dit tout ce qui est présentation d'hôtel et de gîte, vas-y Google, mange, c'est bon, tu peux le digérer. Le reste, tu vas pas bien le digérer, donc on va mettre des balises, on va faire des trucs techniques qui font qu'on ne présente pas à Google. Et finalement, on ne montre à Google que ce qui est bien. Voilà, ce qui va préserver du coup le référencement en bonne position du site. Donc ça, c'est Panda. Donc ça a vraiment beaucoup changé parce que ça, on ne le faisait jamais avant. Penguin, qui est l'autre filtre anti-spam, c'est le fait il lutte contre les backlinks, c'est-à-dire contre les liens de faible qualité. Donc, pour Google, un lien est un vote. Donc lorsque vous avez un site web, lorsqu'un autre site fait un lien vers vous, c'est un vote. Il vote pour vous. Or, il y a plein de possibilités, plein de techniques qui permettent de créer des faux liens finalement. Parfois, il y a des électeurs morts qui votent dans les urnes. Là, c'est un petit peu pareil. On crée des faux liens dans des annuaires bidons. Enfin, il y a plein de possibilités. Et Penguin, quand il détecte des liens artificiels, des liens factices, il va pénaliser le site.
Or, en France, depuis des années, il y a une culture du lien factice et du lien artificiel, et beaucoup de sites sont passés par ces méthodes. Parfois même des sociétés ont vendu du lien factice finalement. Et lorsque Penguin a été lancé en 2012, il a déclassé tous ces sites. Donc là aussi, ça a vraiment changé le métier, parce que lorsqu'on essaie d'être populaire, c'est normal, un site web il veut être populaire, donc pour être populaire il faut obtenir des liens. L'idée aujourd'hui, c'est de vraiment rechercher des liens de qualité, des liens naturels, des liens qui sont potentiellement cliquables par l'internaute. Et bon, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus chronophage, parce que ça veut dire de mettre en place des partenariats avec d'autres sites, contacter des gens, discuter, c'est du cas par cas, etc. Donc, par contre, une dizaine de bons liens valent mieux qu'un millier de mauvais liens. D'accord. Donc, heureusement, on en a besoin de moins. Il y a un travail sur la recherche des bons liens, il y a un ménage à faire sur des sites qui ont beaucoup de liens. Donc, il faut nettoyer les liens. Bon, il y a plusieurs façons de nettoyer. Il y a des outils aujourd'hui pour nettoyer, les supprimer. On peut les désavouer auprès de Google aussi. Enfin, on peut faire un ménage et un nettoyage des liens actuels. Et aussi, il y a un vrai travail pour trouver des liens de qualité. Ça, c'est difficile. Et puis, il y a la troisième petite bébête qui est Hummingbird, c'est Colibri. C'est un nouvel algorithme. Donc là, ce n'est pas des filtres qui pénalisent, hein. C'est la formule de classement de Google. On tape des mots, et puis le moteur va donner des résultats. Donc ça, c'est la formule. Et Hummingbird, la dernière version, qui date d'un peu plus d'1 an, est très attachée au concept. Donc en fait, si je tape par exemple Salon des nouvelles technologies, comme requête, bien sûr, les pages qui vont sortir contiennent les mots Salon des nouvelles technologies. Mais donc cette nouvelle version, Hummingbird, est très sensible à la notion de relation entre les mots. Donc s'il y a, on va dire par exemple, salon est en relation avec foire, par exemple. Nouvelle technologie est en relation avec Internet. Internet est en relation avec web. Donc en fait, les pages qui sortiront, bien sûr, auront salon des nouvelles technologies dans leur contenu, mais seront très riches sémantiquement. Elles auront des synonymes, elles auront des mots connexes, etc. Donc l'outil ce nouvel algorithme de Google, il n'est pas juste statistique. La page, elle contient 15 fois le mot salon des nouvelles technologies. C'est OK, elle contient le mot, mais autour de ce mot, autour de cette expression, il y a beaucoup de termes qui ont un sens. Environnement sémantique. Voilà, tout à fait. C'est l'environnement sémantique, et il y a un sens, et les mots et les expressions sont reliés entre elles. Et donc le sens sémantique, on appelle ça le cocon sémantique. En fait, c'est vraiment cette notion de concept. Voilà, cet outil, il est plus sur le concept que sur le mot-clé strictement. Donc ce qui fait qu'en fait, ça sache aussi changer la façon de rédiger. Alors on écrit toujours pour l'internaute, on n'écrit pas pour Google, on écrit toujours pour l'internaute. Mais il y a toujours cette notion de richesse sémantique, de ne pas utiliser toujours les mêmes mots, mais d'utiliser aussi des synonymes, des mots proches sémantiquement pour faire en sorte que cette page soit mieux classée, justement parce qu'elle est plus riche. D'accord, donc on ne se contente pas effectivement d'utiliser ou d'avoir une fréquence élevée sur des mots-clés qui sont souvent utilisés dans les requêtes des internautes, ça suffit largement plus. Ah non, voilà, aujourd'hui, ça c'était il y a 5 ans. D'accord. Maintenant, c'est vraiment cette richesse sémantique qui est prise en compte. Alors quand vous parlez de ces évolutions, on se rend bien compte de la complexité, parce qu'on a à la fois des éléments qui sont liés à la rédaction, des éléments qui sont liés à une stratégie de mise en place de partenariats avec des liens, des éléments plus techniques de détection également, de pages qui sont référencées ou bien référencées ou mal référencées. Ce métier de référenceur, finalement, il devient extrêmement complexe. C'est devenu très compliqué, effectivement. D'abord parce que ça bouge tout le temps. Et c'est pas évident. Google aujourd'hui prend en compte 200 critères de pertinence pour créer ces pages de résultats. Donc à partir du moment où on tape une requête, il y a 200 critères qui font qu'une page est plus ou moins bien classée. Donc déjà, ça en fait un paquet. Déjà, ça fait un paquet. Et en plus, ça bouge tout le temps, parce que ne serait-ce qu'en 2013, cette formule de classement, elle a connu 890 changements chez Google. C'est un chiffre fourni par Google. Sur l'année 2013. Rien que sur l'année 2013, qui veut dire quasiment 3 changements par jour. Donc il faut suivre. Donc moi, pour ma part, je consacre 2 heures par jour, rien qu'à faire la veille. 2 heures de veille. 2 heures de veille. Et la veille, dans ce cas, c'est vraiment ce qui s'est passé la veille. C'est vraiment ça. C'est vraiment. Et quand je pars en vacances, je pars avec mon ordinateur. Bon, faut aimer le métier. D'accord. On ne peut pas déconnecter. Non, on ne peut pas déconnecter. C'est pas possible. Sinon, des longueurs de retard. Alors on sait que par exemple cette nuit ou la nuit prochaine, il y a un nouvel algorithme Penguin qui va être lancé. Bon, ben on l'attend et puis on va voir ce que ça donne, mais bon, voilà, on est sur le qui-vive et dans les starting blocks. Donc c'est vraiment, effectivement, bon, c'est un métier passionnant, vraiment passionnant. Il n'y a pas de routine, ça bouge tout le temps. Bon, c'est un peu fatigant parfois, mais c'est devenu très complexe. En fait, il y a 4 métiers dans le métier de SEO. Il y a la technique,
le développement, l'HTML, la façon de créer un site web, hein, tout simplement. Il y a vraiment beaucoup de techniques. Il y a la rédaction, le fait de rédiger pour les internautes en pensant au moteur. Il y a les liens, c'est-à-dire c'est très marketing, c'est mettre en place des partenariats, aller voir des entreprises, déjà des entreprises avec qui on est en contact pour faire des liens, des échanges de liens, etc. Donc déjà ça c'est différent. Et puis il y a une petite partie réseaux sociaux aujourd'hui, peut-être qu'on va en parler, de community manager, d'essayer d'être présent, tout simplement parce que ça va créer de la notoriété, ça va créer du trafic. Donc ces quatre métiers, la technique, la rédaction, le marketing et le community manager, ce sont des métiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et c'est jamais simple en fait. Soit c'est, par exemple, je discute avec des gens qui ont un gîte rural dans le village à côté. Mais ces gens-là, ils n'ont pas une équipe de 20 personnes, hein, ils sont seuls. Oui. Donc ils ont 4 costumes à mettre les uns sur les autres et 4 costumes très différents. Donc c'est ça qui fait la complexité. Mais même je travaille avec des grandes entreprises et des grands groupes. Ça veut dire qu'il faut que les développeurs web discutent avec les gens du marketing, qui discutent avec avec les rédacteurs, etc., avec les community managers, et que chacun comprenne ce que fait l'autre, estime le travail de l'autre et comprenne les contraintes de l'autre aussi. Donc, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est compliqué parce que ça prend en compte des nouveaux métiers. Des nouveaux métiers, des métiers très différents avec des compétences très différentes. On comprend bien la complexité du métier. On vous avait parlé d'un quatrième axe de travail qui concerne les réseaux sociaux. Alors effectivement les réseaux sociaux, Google+, Facebook, Twitter. Quelle est l'influence finalement de ces réseaux sociaux sur le référencement d'une page, d'un site web? Alors aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit, hein, quand on fait des tests, etc., que malgré ce que certaines personnes disent, malgré les rumeurs, en fait, l'impact des réseaux sociaux sur le référencement est quasi nul. Quasi nul. Ouais, donc, ce qui ne veut pas dire que les réseaux sociaux sont inintéressants par ailleurs. Hein. Facebook, Twitter, ça génère du trafic, ça génère de la notoriété, c'est extraordinaire pour ça. Mais le fait d'être très présent et très actif sur les réseaux sociaux ne font pas monter les liens ou les pages dans les résultats de Google, ça c'est clair. Surtout Facebook, surtout Twitter, Viadeo, LinkedIn, Pinterest, etc. Après, il y a le cas Google+, qui est un petit peu spécifique puisque c'est le réseau de Google. On peut se dire que si Google devait s'appuyer sur un réseau social, ce serait Google+. Donc, ce qui est sûr, c'est que Facebook et Twitter sont étanches par rapport à Google. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, c'est mesuré, il n'y a pas de souci. Mais même Google+, en fait, Google+, est finalement un peu moribond quand même. Hein. C'est pas un réseau qui est... Bon, et ça s'améliore petit à petit, mais c'est pas encore extraordinaire. On a du mal à avoir une vraie interaction entre ce qui se passe sur Google+, et les classements sur Google. Donc avoir des +1, avoir des partages, avoir des commentaires, avoir beaucoup d'amis dans ses cercles, finalement il n'y a pas énormément d'impact sur Google. Ceci dit, s'il y a un réseau à suivre, c'est celui-là, parce que c'est celui de Google. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas obligatoirement compter sur Google+, pour avoir de gros résultats en référencement naturel ou en SEO. Après, il faut suivre l'évolution de Google+. Est-ce que Google s'en désintéresse un peu actuellement? Comment est-ce qu'il va évoluer? Finalement, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'interaction forte, mais on suit et puis on s'adaptera. Hein. Ça fait 20 ans qu'on s'adapte, donc on s'adaptera. C'est le maître mot dans ce métier, je crois. On est des caméléons. Ouais. D'accord, donc on a bien compris ces deux stratégies différentes, les stratégies de référencement de site et une stratégie complémentaire de communication sur les réseaux sociaux qui sont utilement complémentaires, mais qui n'ont pas forcément des impacts. Non, un réseau social finalement aura autant d'impact qu'un emailing par exemple. Oui. Voilà. L'emailing n'a quasiment aucun impact sur le SEO. Mais ça ne veut pas dire que l'emailing est mauvais. Oui. Hein, mais l'impact direct en SEO ne sera pas énorme. Mais par contre, il peut y avoir des impacts indirects en trafic, en notoriété, en lien, etc. D'accord. On a accueilli tout à l'heure sur ce plateau Anne Schnepp qui nous a parlé de l'Optiday. L'Optiday dont vous êtes le parrain. Alors l'événement référencement qui va avoir lieu à Strasbourg le 28 novembre. Voilà, 2 mots là-dessus. Pourquoi vous avez choisi de parrainer l'Optiday ? Ah, mais parce qu'on me l'a demandé gentiment, tout simplement. Oui, donc voilà, parce que je pense que c'est à Strasbourg, et c'est bien qu'il y ait une journée comme ça sur Strasbourg, il n'y en a pas tant que ça, donc c'était très bien, c'était pas loin de chez moi. Les gens qui l'organisent sont sympas, ils ont plein d'idées, je pense que ça va être une journée très,
très sympa. Il y a plein de gens très compétents qui vont venir, donc là je parle pas de moi, je parle des autres, hein, qui vont venir parler de tout un tas de sujets sur le SEO. Là j'ai commencé à regarder un petit peu les sujets. C'est vraiment une bonne journée qui à mon avis sera très très intéressante et qui va aborder des sujets très différents, très variés voilà, on va bien s'amuser, ça va être bien. Ça va être et on bien. va apprendre, j'espère, beaucoup de choses. On va apprendre et puis s'ouvrira la porte à de nouveaux jeunes référenceurs. Bien sûr, on en a besoin. Qui seront là. Il faut dire une chose, c'est que c'est un métier où il n'y a pas de chômage. Hein. J'ai une liste impressionnante d'entreprises qui cherchent à embaucher des référenceurs et qui n'en trouvent pas. Donc c'est un métier où il n'y a absolument pas de chômage et on manque de référenceurs. Donc oui, les jeunes, venez, c'est important. D'accord, donc ce message est passé, vous avez compris. Place aux jeunes, place aux jeunes. Un peu aux jeunes avec Olivier Andrieux quand même, qui reste une référence dans le référencement. Merci Olivier Andrieux de nous avoir accordé cette interview. Et puis merci à vous aussi de l'avoir suivi. C'est la fin du salon Stratengo. On est en train de clore cette journée, une journée qui était consacrée aux nouvelles business solutions. Merci, bonne soirée.